La semaine dernière, je vous avais présenté 3 livres à lire quand on est patraque. Et à un moment donné, ma mère m'a dit « Mais dis donc, c'est que des romans anglo-saxons tout ça ?» Oui. Donc, maman, voici donc 3 livres francophones à lire quand on est patraque. Numéro 3, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. De quoi ça parle? Mireille, Akima et Astrid ont été élus boudins d'or, d'argent et de bronze de leur collège de Bourg-en-Bresse. Refusant de se laisser démonter par tant de méchanceté, elles décident de partir à vélo jusqu'à Paris pour gate crasher la garden party de l'Elysée, chacune pour une raison bien différente. Le tout en vendant des boudins sur leur chemin pour payer leur voyage. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est un roman qui donne la pêche, qui est bien écrit, c'est fluide, les personnages sont très attachants, il y a des sujets graves tels que le harcèlement scolaire qui sont traités avec finesse, délicatesse et humour. L'histoire est originale, mais complètement crédible, bref, on passe un super moment. J'ai découvert ce livre à travers la pièce de théâtre. Et oui, parce qu'ils ont fait une pièce de théâtre qui était géniale. C'était au théâtre Tristan Bernard. Et franchement, si ça se remonte ou si ça passe pas loin de chez vous, allez le voir, c'est super. Et donc évidemment, quand j'ai vu cette pièce et que je me suis dit que c'était super, il fallait que j'achète le livre. Normal. Je vous lis les premières pages. Ça y est, les résultats sont tombés sur Facebook. Je suis boudin de bronze. Perplexité. Après 2 ans à être élu boudin d'or, moi qui me croyais indéboulonnable, j'avais tort. J'ai regardé qui a remporté le titre suprême. C'est une nouvelle, en seconde B, je ne la connais pas. Elle s'appelle Astrid Blombal. Elle a des cheveux blonds, beaucoup de boutons. Elle louche tellement qu'une seule moitié de sa pupille gauche est visible, le reste se cache en permanence dans la paupière. On comprend tout à fait le choix du jury. Le boudin d'argent a été décerné à une petite 5e, Akima Idriss. C'est vrai qu'elle est bien laide aussi, avec sa moustache noire et son triple menton, on dirait un brochet. Notre cher ami Malo a posté des commentaires sous les photos des 18 filles en lice. Il m'a rendu hommage. La compétition a été rude, mais Mireille Laplanche, quoi qu'il arrive, reste pour moi la reine absolue des boudins. Ses grosses fesses gélatineuses, ses seins qui tombent, son menton en forme de patate et ses petits yeux de cochon resteront gravés dans nos mémoires pour l'éternité. Il y avait déjà plein de j'aime. 78, j'ai ajouté le mien, 79. Ensuite, je suis descendue dans la salle à manger et j'ai annoncé à maman « Je suis boudin de bronze cette année !» Ah, et alors, il faut peut-être que je t'adresse mes félicitations? Je sais pas, t'aurais préféré que je garde mon titre de boudin d'or? J'aurais préféré que tu ne sois pas du tout élu boudin, jamais. T'avais qu'à pas coucher avec un vieux mec tout moche aussi. Ne dis pas du mal de ton père. Si ça se trouve, il serait fier de moi. Il ne serait pas fier. Je vais lui envoyer une lettre. Ne lui envoie pas une lettre. Mon cher papa chéri, en cette jolie fin d'année scolaire, ta fille adorée a été élue boudin de bronze du collège-lycée Marie Dariussec de Bourg-en-Bresse. C'est une heureuse déception car elle est habituellement boudin d'or. Mireille, tu m'agaces. Voilà, je vous en lis pas plus parce que sinon je vais vous lire tout le bouquin. N'hésitez pas donc à lire Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Numéro 2, Les Rois Maudits de Maurice Druon. Puis c'est l'heure des croquettes. De quoi ça parle? Si vous aimez Game of Thrones, vous allez adorer Les Rois Maudits. Là où George R. Martin s'est vraiment inspiré de la vraie histoire d'Angleterre pour écrire Game of Thrones, et notamment de la fameuse guerre des 2 roses, vous cherchez sur Wikipédia, vous allez apprendre plein de choses, eh bien Maurice Druon, lui, a relaté les vrais événements historiques, en les romançant évidemment parce que c'est mieux quand on romance, mais il a relaté les vrais événements, les intrigues et les meurtres autour de toute la succession du trône de France après Philippe le Bel. Et donc, en romançant, il a vraiment mis l'accent sur toute la malédiction qui a été jetée par le grand prêtre du Templier, Jacques le Mollet, à l'encontre de Philippe le Bel. Malédiction qu'il a lancée alors qu'il était en train de brûler sur le bûcher. Wikipédia, encore une fois, pour être au courant des événements historiques. Je vais pas vous les raconter maintenant, je vous parle juste du bouquin. Arrête! Oui, attends. Pourquoi c'est bien? Parce que Maurice Druon, il écrit vraiment très bien. Il écrit très bien. Ses personnages sont truculents, complexes, manipulateurs, machiavéliques, extraordinaires. Vraiment Game of Thrones, hein. Et l'auteur réussit à nous transporter dans cette période historique qui est quand même assez lointaine, hein. On parle du Moyen-Âge. C'est environ de 1314 à 1356, hein, donc c'est pas hier. Et il donne envie de se mettre à jour sur l'histoire de France, hein, d'en apprendre un peu plus sur cette période, parce que vraiment c'est incroyable ce qui s'est passé à cette époque. Je lis pas souvent des romans historiques, mais ça c'est juste dingue, voilà. Ici c'est juste le premier tome, c'est en 7 tomes, donc ça fait un peu de lecture. Mais en fait c'est en 7 petits tomes, donc finalement ça fait un gros Game of Thrones ou un gros Harry Potter, quoi, donc ça se lit. Un petit extrait.
Le passage de la mort de Jacques de Molay, donc grand maître du Temple, qui a été condamné par Philippe le Bel, le roi de France. Philippe le Bel qui en a profité pour piquer toutes les richesses du Temple, hein, c'est aussi pour ça qu'il a condamné tous les Templiers, c'était parce qu'il avait un peu besoin d'argent. Philippe le Bel était debout contre la balustrade, avec les membres de son conseil alignés de part et d'autre de sa personne, et formant, sous la lumière des torches, comme un bas-relief au flanc de la tour. Les condamnés eux-mêmes avaient levé les yeux vers la loggia. Le regard du roi et celui du grand maître se croisèrent, se mesurèrent, s'accrochèrent, se retinrent. Personne ne pouvait savoir quelle pensée, quel sentiment, quel souvenir roulait sous le front des deux ennemis. Mais la foule perçut instinctivement que quelque chose de grandiose, de terrible, de surhumain était en train de se jouer dans cet affrontement muet entre ces deux princes de la terre, l'un tout-puissant, l'autre qui l'avait été. Le grand maître du Temple allait-il enfin s'humilier et demander pitié? Et le roi, Philippe le Bel, allait-il dans un moment d'ultime clémence gracier les condamnés? Le roi fit un geste de la main et l'on vit étinceler une bague à son doigt. Alain de Pareil répéta le geste à l'intention du bourreau et celui-ci enfonça le brandon d'étoupe dans les fagots. Un immense soupir s'échappa, de milliers de poitrines, soupirs de soulagement et d'horreur, de trouble joie et d'épouvante, d'angoisse, de répulsion et de plaisir mêlés. Plusieurs femmes hurlèrent, des enfants se cachèrent la tête dans les vêtements de leurs parents. Une voix d'homme cria « Je t'avais bien dit de ne pas venir !» La fumée commença de s'élever en spirale épaisse qu'une vague de vent rabattit vers les loggias. Monseigneur de Valois toussa, y mettant le plus d'ostentation qu'il put. Il recula entre Guillaume de Nogaret et Marigny et dit « Si cela continue, nous serons étouffés avant que vos Templiers ne brûlent. Vous auriez pu au moins faire prendre du bois sec. » Nul ne fit écho à sa remarque. Nogaret, les muscles tendus, l'œil ardent, savourait âprement son triomphe. Ce bûcher, c'était l'aboutissement de 7 années de lutte, de voyages épuisants, de milliers de paroles prononcées pour convaincre, de milliers de pages écrites pour prouver. « Allez griller, flamber, pensait-il. Vous m'avez assez tenu en échec, j'avais raison et vous êtes vaincu. » Enguerrand de Marigny, copiant son attitude sur celle du roi, se forçait à demeurer impassible et à considérer ce supplice comme une nécessité du pouvoir. Il le fallait, se répétait-il. Mais il ne pouvait éviter, en voyant des hommes mourir, de songer à la mort, de songer à sa mort. Les deux condamnés cessaient d'être enfin des abstractions politiques. Hugues de Bouville priait sans se faire remarquer. Le vent vira, et la fumée, de seconde en seconde, plus épaisse et plus haute, environna les condamnés et les cachant presque à la foule. On entendit les deux vieux hommes tousser et hoqueter contre leurs poteaux. Louis de Navarre se mit à rire niaisement en frottant ses yeux rougis. Son frère Charles, le cadet des fils du roi, détournait la tête. Le spectacle, visiblement, lui était pénible. Il avait 20 ans, il était élancé, blond et rose, et ceux qui avaient connu son père au même âge disaient qu'il lui ressemblait de manière saisissante, mais en moins vigoureux, en moins imposant aussi, comme une copie affaiblie d'un grand modèle. L'apparence était là, mais la trempe manquait, et les dons de l'esprit également. Les flammes venaient de jaillir du bûcher. Sur un ordre d'Alain de Pareil, les archers éteignirent leurs torches dans l'herbe, et la nuit ne fut plus éclairée que par le brasier. Le précepteur de Normandie fut atteint le premier. Il eut un pathétique mouvement de recul quand le feu courut vers lui, et ses lèvres s'ouvrirent largement comme s'il cherchait en vain à aspirer un air qui le fuyait. Son corps, malgré la corde, se plia presque en deux. Sa mitre de papier tomba et fut en un instant consumée. Le feu tournait autour de lui, puis une vague de fumée l'enveloppa. Quand elle se dissipa, Geoffroy de Charnay était en flammes, hurlant et haletant et tentant de s'arracher au poteau qui tremblait sur la base. Le grand maître inclinait le visage vers son compagnon et lui parlait, mais la foule grondait si fort à présent pour surmonter son horreur que l'on ne put rien entendre sinon le mot de frère par 2 fois lancé. Les aides-bourreaux couraient en se bousculant, puisant dans la réserve de bûches et attisant le foyer avec de longs crocs de fer. Geoffroy de Charnay n'était plus qu'un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s'effondrait lentement dans la cendre, devenait cendre. Des femmes s'évanouirent, d'autres s'approchaient de la berge à la hâte pour aller vomir dans l'eau presque sous le nez du roi. La foule, d'avoir tant hurlé, s'était calmée et l'on commençait à crier au miracle, parce que le vent s'obstinant soufflait dans le même sens couchait les flammes devant le grand maître, et que celui-ci n'avait pas encore été atteint. Comment pouvait-il tenir si longtemps? Le bûcher de son côté paraissait intact. Puis soudain, il y eut un effondrement du brasier, et ravivé, les flammes bondirent devant le condamné. « Ça y est, lui aussi !» s'écria Louis de Navarre. Les vastes yeux froids de Philippe le Bel, même en ce moment, ne sciaient pas. Et tout à coup, la voix du grand maître s'éleva à travers le rideau de feu, et comme si elle se fût adressée à chacun, atteignit chacun en plein visage. Avec une force stupéfiante, ainsi qu'il l'avait fait devant Notre-Dame, Jacques de Molay criait « Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent, honte sur vous! Dieu vous jugera !» La flamme le flagella, brûla sa barbe, calcina en une seconde sa mitre de papier et alluma ses cheveux blancs. La foule terrifiée s'était tue. On eût dit qu'on brûlait un prophète fou. De ce visage en feu, la voix effrayante proféra « Pape Clément, chevalier Guillaume,
Roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits, jusqu'à la 13e génération de vos races. » Les flammes entrèrent dans la bouche du grand maître et y étouffèrent son dernier cri. Puis, pendant un temps qui parut interminable, il se battit contre la mort. Enfin, il plia. La corde se rompit, il s'effondra dans la fournaise, et l'on vit sa main qui demeurait levée entre les flammes. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'elle fût toute noire. La foule demeurait sur place, et n'était que murmure, attente sans raison, consternation, angoisse. Tout le poids de la nuit et de l'horreur était tombé sur elle. Les derniers craquements des braises la faisaient tressaillir, les ténèbres gagnaient sur les lueurs déclinantes du bûcher. Les archers voulurent repousser les gens, mais ceux-ci ne se décidaient pas à partir, ils chuchotaient. « Ce n'est pas nous qui l'a maudit, c'est le roi, n'est-ce pas? C'est le pape, c'est Nogaret. » Les regards se levaient vers la loggia. Le roi était toujours contre la balustrade. Il regardait la main noire du grand maître plantée dans la cendre rouge. Une main brûlée. Tout ce qui restait de l'ordre illustre des chevaliers du temple. Mais cette main était immobilisée dans le geste de l'anathème. « Eh bien, mon frère, dit monseigneur de Valois avec un mauvais sourire, vous voici content, je pense. » Philippe le Bel se retourna. « Non, mon frère, dit-il, je ne le suis point. J'ai commis une erreur. » Valois se gonfla, déjà prêt à triompher. « Vraiment, vous en convenez ?»« Oui, mon frère, dit le roi. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. » Suivi de Nogaret, de Marigny et de Bouville, il descendit l'escalier de la tour pour regagner ses appartements. Maintenant, le bûcher était gris, avec quelques étoiles de feu qui sautaient encore et s'éteignaient vite. La loggia restait emplie d'une amère odeur de chair brûlée. « Cela pue, dit Louis de Navarre. Je trouve vraiment que cela pue trop. Allons-nous-en. » Le jeune prince Charles se demandait si, même entre les bras de Blanche, il parviendrait à oublier. Les rois maudits, Maurice Druon. Et enfin, le numéro 1, Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. De quoi ça parle? C'est un roman autobiographique. Amélie Nothomb en a fait plusieurs, et celui-là, c'est vraiment mon préféré. Elle y raconte son expérience au sein de la firme Yumimoto dans les années 90, qui était un de ses premiers jobs, juste avant qu'elle se mette à écrire. Et surtout, elle montre comment elle va faire plein d'erreurs dans cette société japonaise très codifiée, qui vont la mener à descendre les échelons de la hiérarchie jusqu'à devenir Dame Pipi. Pourquoi c'est bien? Parce que Amélie Nothomb a l'une des plumes françaises les plus délicieuses que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est vraiment un plaisir de la lire à chaque fois. Son français est juste délicieux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est délicieux, Amélie Nothomb. À chaque fois, je me dis oui, oh, je vais peut-être pas l'acheter, celui-là. Surtout, en général, j'essaye d'attendre qu'il sorte en poche, mais à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman, je lis la première page et je suis happée. Complètement happée par le bouquin, il faut que je le lise, il faut que je le lise. Mais oui, elle a un univers. Amélie Nothomb a complètement un univers, elle nous entraîne dedans et on est complètement happé par son récit, quoi. C'est génial. Et moi, à chaque fois, je peux pas reposer ces romans avant de les avoir finis. Et surtout les autobiographiques, vraiment, j'adore ces romans autobiographiques. Après, il y en a plein qui trouvent que c'est trop barré, qui n'aiment pas. Moi, je suis fan parce que, même si parfois l'histoire de ces autres romans est un petit peu moins bien, sa plume est toujours absolument délicieuse et extraordinaire. Voilà, Amélie Nothomb, il faut lire du Amélie Nothomb. Et Stupeur et tremblement, franchement, vous passerez un super moment, c'est génial. Première page. Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omoshi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de Monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. La fenêtre, au bout du hall, m'aspira comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion. Loin, très loin, il y avait la ville, si loin que je doutais d'y avoir jamais mis les pieds. Je ne songeais même pas qu'il eût fallu me présenter à la réception. En vérité, il n'y avait dans ma tête aucune pensée, rien que la fascination pour le vide par la baie vitrée. Une voix rauque finit par prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai. Un homme d'une 50aine d'années, petit, maigre et laid, me regardait avec mécontentement. « Pourquoi n'avez-vous pas averti la réceptionniste de votre arrivée ?» me demanda-t-il. Je ne trouvais rien à répondre et ne répondis rien. J'inclinai la tête et les épaules, constatant qu'en une dizaine de minutes, sans avoir prononcé un seul mot, j'avais déjà produit une mauvaise impression le jour de mon entrée dans la compagnie Yumimoto. L'homme me dit qu'il s'appelait Monsieur Saito.
Il me conduisit à travers d'innombrables et immenses salles dans lesquelles il me présenta à des hordes de gens dont j'oubliais les noms au fur et à mesure qu'il les énonçait. Il m'introduisit ensuite dans le bureau où siégeait son supérieur, M. Omoshi, qui était énorme et effrayant, ce qui prouvait qu'il était le vice-président. Puis il me montra une porte et m'annonça d'un air solennel que derrière elle, il y avait M. Haneda, le président. Il allait de soi qu'il ne fallait pas songer à le rencontrer. Enfin, il me guida jusqu'à une salle gigantesque dans laquelle travaillait une quarantaine de personnes. Il me désigna ma place, qui était juste en face de celle de ma supérieure directe, mademoiselle Mori. Cette dernière était en réunion et me rejoindrait en début d'après-midi. M. Saito me présenta brièvement à l'assemblée, après quoi il me demanda si j'aimais les défis. Il était clair que je n'avais pas le droit de répondre par la négative. Oui, puis dis-je. Ce fut le premier mot que je prononçais dans la compagnie. Jusque-là, je m'étais contenté d'incliner la tête. Le défi que me proposa M. Saito consistait à accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson à jouer au golf avec lui le dimanche suivant. Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour le lui signifier. Qui est Adam Johnson ? Eus-je la sottise de demander. Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. Était-il aberrant d'ignorer qui était M. Johnson, ou alors ma question était-elle indiscrète ? Je ne suis jamais, et je ne suis jamais qui était Adam Johnson. L'exercice me paraît facile, je m'assis et écrivis une lettre cordiale. M. Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf le dimanche suivant avec M. Johnson et lui envoyait ses amitiés. Je la portai à mon supérieur. M. Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencer. Je pensais que j'avais été trop aimable ou familière avec Adam Johnson, et je rédigeais un texte froid et distant. M. Saito prenait acte de la décision de M. Johnson et, conformément à ses volontés, jouerait au golf avec lui. Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencer. J'ai envie de demander où était mon erreur. Mais il était clair que mon chef ne tolérait pas les questions, comme l'avait prouvé sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire. Il fallait donc que je trouve par moi-même quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson. Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. M. Saito rythmait ma production en la déchirant, sans aucun autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain. Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle. Il y avait à cet exercice un côté belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, qui ne manquait pas de sel. J'explorais des catégories grammaticales en mutation, et si Adam Johnson devenait le verbe, dimanche prochain le sujet, jouer au golf le complément d'objet, et M. Saito l'adverbe. Dimanche prochain accepte avec joie de devenir Adam Johnsonné, un jouer au golf M. Saito ment. Et pond dans l'œil d'Aristote. Je commençais à m'amuser quand mon supérieur m'interrompit. Il déchira la énième lettre, sans même la lire, et me dit que mademoiselle Mori était arrivée. Vous travaillerez avec elle cet après-midi. Entre-temps, allez me chercher un café. Il était déjà 14h. Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbé que je n'avais pas songé à faire la moindre pause. Stupeur et tremblement. Amélie Nothomb. Voilà, maman. 3 livres francophones à lire quand on n'est pas trac. Bien évidemment, j'en aurai d'autres à vous conseiller, mais ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt.